Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'humanité vit une période de son histoire caractérisée par une avancée technologique et scientifique spectaculaire. Cette avancée présente de nombreux défis à l'éducation, à savoir former des jeunes qui, cheminant vers l'âge adulte, doivent apprendre à faire, à être tout en devenant plus humains. Ce contexte oblige les systèmes éducatifs à la surface du globe à offrir aux sujets apprenants l'opportunité d'acquérir des compétences leur permettant de penser de manière critique, de résoudre des problèmes complexes, de travailler en collaboration, de cultiver la créativité et la pensée créatrice. Il y a 5 siècles, au temps de la Renaissance, on parlait de la modernité. Celle-ci s'est construite autour de l'espérance dans un avenir meilleur. Cette espérance a pris le visage du progrès scientifique, culturel et éducatif, qui était censé faire reculer l'ignorance, l'obscurantisme, la barbarie, etc. Le progrès technique devait améliorer le sort des humains en allégeant le fardeau du travail et guérir les maladies. Le progrès fut associé à la quête d'une croissance économique sans limite, synonyme d'abondance et de bien-être pour tous. Avec une longueur d'avance sur les autres, Raymond Aron, 1969, a montré comment la société d'abondance suscite paradoxalement de nombreuses frustrations et des désenchantements. Son idée était visionnaire, car aujourd'hui le monde fait face à la catastrophe environnementale, au retour de la barbarie génocidaire et de l'obscurantisme. L'idée de progrès s'envole petit à petit pour laisser la place à celle du déclin, voire l'effondrement. En un mot, l'avenir fait peur au lieu de faire rêver. Les études prospectives sont reçues diversement par les sociétés. Dans les prévisions des futurologues des derniers temps relevées par Philippe Perrenoud 1999, plusieurs facteurs ont été sous-estimés, notamment le rythme des transformations technologiques et leurs incidences sur le travail, la vie quotidienne, les modes de pensée, le maintien ou l'aggravation des inégalités et des rapports de domination au sein des nations, mais aussi entre les nations, le poids des infections nouvelles et des catastrophes écologiques sur la vie des gens et l'environnement, la poursuite du colonialisme sous des formes plus subtiles, l'aggravation du sous-développement et l'asymétrie croissante des rapports nord-sud, l'émergence de nouveaux pôles de développement en Asie et en Amérique latine, la renaissance permanente des intégrismes et des nationalismes, cause des guerres civiles et internationales, la mondialisation, l'accroissement des interdépendances, le développement des réseaux. Toutes ces prospections sont désormais une réalité. C'est pourquoi le défi majeur de l'école du XXIe siècle peut se résumer ainsi. Comment ce monde de plus en plus technologique peut-il être en même temps un monde de plus en plus humain ? Le monde actuel évolue à une vitesse vertigineuse sur les plans technologiques, éthiques et politiques. Pourtant, le processus toujours plus accentué de la globalisation, au lieu de favoriser le développement des personnes et une plus grande intégration entre les peuples, semble au contraire limiter la liberté des individus et aggraver les conflits de toutes sortes. L'éducation d'aujourd'hui et de demain est donc confrontée au défi majeur de former une nouvelle génération aux valeurs des relations interpersonnelles harmonieuses, où il serait possible de réenchanter le travail, rendre heureux le sujet apprenant, faire avancer la science en vue d'améliorer le niveau de vie de l'être humain, maîtriser son environnement, éradiquer les maladies, et de construire une paix durable. Il faut comprendre par éducation le processus par lequel un petit de l'espèce humaine inachevée, dépourvu des instincts et des capacités qui lui permettraient de survivre seul, s'approprie, grâce à la médiation des adultes, un patrimoine humain de savoir, de pratiques, de formes subjectives, d'œuvres. Cette appropriation lui permettrait de devenir, tout à la fois et dans le même mouvement, un être humain, membre d'une société et d'une communauté et un sujet singulier, absolument original. Considérée sous cet angle, l'éducation contribue à un triple processus, l'humanisation, la socialisation et la singularisation. Ce triple processus n'est possible que par l'appropriation d'un patrimoine humain. Cela revient à dire que l'éducation est inextricablement liée à la culture, peu importe l'ère du temps, les modes de pensée et les idéologies, les régimes politiques et les systèmes de production. La culture représente donc la semence et le terreau nécessaires à l'émergence et à l'épanouissement de toute éducation.
Elle est culture parce qu'elle est humanisation. Elle est entrée dans la culture, Brunner, J. 1997, c'est-à-dire dans l'univers des signes, des symboles, de la construction de sens. L'éducation est culture parce qu'elle est socialisation, Durkheim, 1969. Personne ne peut s'approprier le patrimoine humain dans son intégralité, la totalité de ce que l'espèce humaine a produit au cours de son histoire. Entrer dans la culture n'est possible qu'en entrant dans une culture, celle d'un groupe social déterminé, à un moment de son histoire. Pour Piaget et Vygotsky, l'enfant se développe en interagissant avec son environnement. On ne peut comprendre la formation des capacités humaines que si l'on part de l'appropriation par le jeune des savoirs et savoir-faire produits historiquement et déposés hors de l'individu dans le monde de la culture. La culture de chacun se constitue sur la base de ses rapports au monde, aux autres et à soi-même. Cela structure son milieu de vie. Le monde actuel étant un monde globalisé, le respect des différences culturelles n'est en aucune façon un enfermement. La culture de chaque groupe humain est constamment interrogée en référence à l'universalité de la personne humaine et à la singularité de chacun. Cela revient à dire que chacun doit reconnaître l'autre dans sa différence culturelle, dans son identité propre et dans sa singularité. J'ai mené des recherches en France et en Haïti de 2004 à 2012 sur la question du rapport au savoir, à partir de l'analyse des propos des sujets apprenants. Cette étude m'a permis de conclure que ces derniers vont à l'école pour décrocher et exercer éventuellement un bon métier, pour monter dans l'échelle sociale. La plupart des jeunes ne vont pas à l'école pour le plaisir d'apprendre mais pour passer à la classe suivante, obtenir un diplôme, exercer un bon métier rémunérateur plus tard. Du coup, l'école comme lieu de savoir et de culture disparaît peu à peu pour céder le pas à l'école comme moyen d'insertion professionnelle et d'acquisition d'une stabilité financière. La montée en puissance du capitalisme n'est pas innocente dans l'émergence de ce sens nouveau que l'on donne à l'école. Cette logique capitaliste s'est durcie avec la globalisation néolibérale. Le néolibéralisme est en effet une technique de gouvernance, une politique économique et sociale étant dans l'emprise des mécanismes du marché à l'ensemble de la vie. Ainsi nous n'entrons pas dans la société du savoir, ensemble organisé de connaissances, mais dans la société de l'information, ensemble de données constituant un message sur un phénomène ou un événement donné. L'information, c'est l'énoncé d'un fait. On peut bien sûr l'exploiter pour éventuellement gagner de l'argent. Mais le savoir commence lorsque la connaissance de ce fait produit du sens sur le monde, sur la vie, sur les autres et sur soi-même. Le constat est évident, le monde actuel dispose de plus en plus d'informations, mais celles-ci engendrent de moins en moins de sens, de savoir et de culture. L'école, l'institution qui doit permettre à chacun de donner du sens au monde, aux choses et à sa propre existence est directement et radicalement atteinte par ces transformations. Tout d'abord parce que s'organise peu à peu un marché concurrentiel de l'éducation, avec la multiplication des écoles et l'introduction de la concurrence entre elles. Ensuite, le savoir cède la place à l'information. Petit à petit, le travail sur le sens cède la place à la course au diplôme. Les univers symboliques n'ont de valeur sociale reconnue que dans la mesure où ils fournissent des produits sur un marché. Cela est d'autant plus grave que c'est à travers ces univers symboliques que l'individu s'humanise, devient membre d'une communauté et se construit comme sujet. Lorsque ces univers ne sont plus que produits sur un marché, l'école tend à n'être qu'une boutique où l'on peut acquérir ses produits. Comme de fait, cette boutique entre en concurrence avec d'autres boutiques. Ce contexte du XXIe siècle place de nouveau l'éducation d'aujourd'hui et de demain en présence d'un double défi, celui d'accueillir la diversité culturelle et celui de redonner du sens à l'école, Michel Develay, 1996. Le sens étant la capacité qu'a le sujet apprenant de relier ce qu'il fait à l'école avec ce qu'il est ou se propose d'être. Autrement dit, il faut arrêter d'enseigner des informations pour faire de la place au savoir, enseigner pour que les jeunes générations comprennent mieux le sens du monde, de la vie humaine, des rapports avec les autres, des rapports avec soi-même. C'est en respectant ce droit au sens que l'éducation contribuera à la construction d'une nouvelle société. Il y a dans le monde d'aujourd'hui une prise de conscience accrue de la globalité des problèmes. Il devient donc évident que les États n'ont d'autre choix que d'intégrer la politique de l'éducation dans une politique nationale, ou, plus concrètement,
de planifier l'éducation dans le cadre d'un plan général de développement. Nous avons fait l'expérience en Haïti. Il est évident que la situation actuelle est le reflet d'une carence au niveau d'une politique nationale de l'éducation qui devrait se développer de façon organique et harmonieuse indépendamment des gouvernements qui se succèdent. L'éducation est l'un des piliers de notre ère, où le rationalisme vient se substituer aux mythes et croyances anciens. Elle permet à la personne d'avoir prise sur un avenir meilleur. En un mot, éduquer, c'est façonner le futur. Les États ont le choix de s'engager à assurer, à favoriser une éducation de qualité ou de courir le risque de la catastrophe. C'est l'enjeu principal de cet ouvrage par lequel j'invite les chercheurs et les chercheuses en éducation de la planète à innover, en vue d'inventer de nouvelles manières d'apprendre, de former, de transmettre et en fin de compte de forger les sociétés humaines. Chapitre 1 – Éduquer pour développer l'esprit critique. Le but de l'école est de former des citoyens et des citoyennes autonomes, responsables et dotés d'un esprit critique et éclairé. C'est pourquoi il devient important de générer le sens critique en accueillant davantage la parole des sujets apprenants, tout en créant des conditions propices à son émergence, car si la prise de parole est importante, il est impératif de former et d'apprendre à le faire. D'où l'importance de multiplier les occasions d'échanges oraux, et d'enseigner ainsi explicitement le questionnement, la discussion et l'argumentation. Cette éducation devrait veiller à ne pas laisser croire à l'apprenant que la liberté d'expression prévaut sur la règle qui la régit. Car la démocratie, même si elle protège et favorise la liberté de pensée et d'expression, ne peut pour autant se passer d'esprits avisés à qui l'on confie une charge de responsabilité dans la cité. Il faut donc absolument conduire l'apprenant à raisonner logiquement, tout en lui permettant de travailler la langue sur le plan lexical et syntaxique. L'école devrait avant tout développer des savoir-faire et des savoir-être qui conduisent l'enfant et le jeune à prendre le recul nécessaire pour former son jugement rationnellement. Dans ce chapitre, il sera question de l'esprit critique des sujets apprenants comme finalité de l'école. Cela se fera en rapport avec la révolution numérique et sa puissance de diffusion de messages de toutes sortes. Il faudra de nos jours distinguer l'information solide et fiable des rumeurs, canulars malveillants ou de la désinformation qui se propage à grande vitesse sur la toile et les réseaux sociaux. L'éducation d'aujourd'hui et de demain fait appel à l'esprit critique non seulement parce qu'il s'agit d'un des objectifs des différents curricula, mais aussi parce que des formes renouvelées d'obscurantisme et d'irrationalisme s'observent dans le public alimenté par différents milieux. Apprendre à penser les règles et à les respecter. Jusqu'à une période assez récente, une certaine émulation dominait à l'école. Les sujets apprenants développaient un esprit de compétition. L'autre ne semblait exister qu'aux heures de récréation, ou n'être qu'un compagnon de bavardage. La dimension sociale, celle qui permet de se construire ensemble et de respecter l'autre dans sa différence, n'est plus assez présente à l'école. C'est pour cela qu'il me semble tout à fait prometteur pour l'école d'aujourd'hui et de demain de favoriser le développement de l'esprit critique, et ce, dès le plus jeune âge. Apprendre par l'intermédiaire de la recherche et de la résolution des problèmes requiert des capacités cognitives et mentales différentes et plus significatives que celles d'une simple réception d'informations ou de connaissances. Cela suscite également des modalités de travail en collaboration, celles-ci étant le fondement de la socialisation. En effet, l'éducation est à la fois une question de moralisation et de socialisation et n'a de sens que si l'individu est amené non seulement à respecter les règles, mais également à les penser, les questionner, les juger. Dans ce sens, Kant met l'accent sur la faculté de la raison qui ne doit jamais être passive, car cette dernière conduit aux préjugés. C'est bien de ceci dont il faut se prémunir si l'on ne veut pas que le fantôme de l'hétéronomie nous paralyse. Il souligne d'autre part que les Lumières concernent le rapport de l'homme à la vérité, et qu'elles sont le pensée rationnel. Les activités pédagogiques participent de la construction de l'autonomie de jugement. Car l'école a pour vocation de conduire la raison à s'affranchir de toute tutelle, afin de lui permettre de s'exercer en toute liberté. Si la nature de l'être humain le prédispose à découvrir par lui-même des vérités, il faut alors l'éclairer, puisque l'éducation dispose chacun à n'admettre pour vrai que ce à quoi il consent de plein gré après examen rationnel.
Dans cet ordre d'idées, les sujets apprenants devraient être initiés au savoir et à la recherche scientifique. Les enseignants et les enseignantes ont donc le rôle primordial de les guider vers la connaissance et la compréhension de la conquête et de l'application de la science. C'est pourquoi il est intéressant de se pencher beaucoup plus sur comment on apprend que sur ce que l'on apprend. De même, la manière d'enseigner semble plus importante que les contenus de l'enseignement. Un enseignement qui ne promeut que l'apprentissage répétitif, qui ne favorise pas la participation active des apprenants et qui n'éveille pas leur curiosité, ne représente pas un défi suffisant susceptible de susciter la motivation. Le comment apprendre va de pair avec le quoi apprendre. Il est important pour les sujets apprenants de connaître les fondements essentiels du patrimoine culturel accumulé au cours des âges et étudier les grandes questions que l'humanité a dû ou doit encore aborder. Dans le cas contraire, l'école court le risque d'offrir un enseignement qui ne vise qu'à fournir uniquement ce qui semble être utile pour aujourd'hui, parce que cet enseignement ne répondrait qu'à une exigence économique et sociale contingente. Ce faisant, on laisserait de côté ce qui est pour la personne humaine indispensable. Apprendre à réfléchir, à devenir un citoyen ou une citoyenne responsable, c'est une vision plus politique de l'école prônée par Freinet et Montessori. Cela favorise l'esprit critique, la capacité de s'exprimer, de monter des projets, d'assumer des responsabilités collectives. En ce sens, Victor Hugo avait raison d'affirmer que les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine. Si l'on part de l'étymologie du concept éducation, qui provient du latin educere, nourrir, élever, on s'aperçoit qu'il ne s'applique qu'à l'être humain. Cela revient à dire que le rôle principal de l'enseignant ou de l'enseignante consiste à ouvrir la voie et à aplanir les difficultés, à observer et guider ou encore à se contenter d'être au service des sujets apprenants. Placer ces derniers au centre de leurs apprentissages, c'est les rendre actifs et acteurs dans l'intégration et le transfert des apprentissages. L'apprenant au cœur de son apprentissage. L'expérience scolaire est l'occasion pour le sujet apprenant d'ouvrir son cœur et son intelligence aux mystères et aux merveilles du monde et de la nature, à la conscience de soi et à sa responsabilité envers la création. L'école ne serait pas un milieu d'apprentissage complet, si ce qu'apprend l'apprenant ne devenait aussi l'occasion de susciter une attitude de service à sa propre communauté. Il faut garder à l'esprit que l'apprentissage n'est pas seulement assimilation de contenu, mais opportunité d'auto-éducation, d'effort pour l'amélioration de soi et d'engagement pour le bien commun, de développement de la créativité, de désir d'apprentissage continu et d'ouverture aux autres. Grâce au développement de l'apprentissage, les humains ont réussi à atteindre une certaine indépendance de leur contexte écologique et peuvent même le modifier selon leurs besoins. Placer l'apprenant au cœur de son apprentissage revient donc à le rendre auteur de ses apprentissages, et l'enseignant ou l'enseignante auteur de son enseignement. Pour être auteur, il faut se dégager d'un modèle opératoire de l'acte d'enseigner et reconnaître à sa juste valeur la fonction symbolique de l'acte éducatif, c'est-à-dire reconnaître la place des valeurs liées aux actes distincts d'apprendre et d'enseigner. Une telle considération donne un sens, signification et direction à l'acte éducatif. Or, par cette primauté des stratégies pédagogiques et des contenus de cours au détriment de la primauté de la personne, l'apprenant et l'enseignant sont uniformisés au même titre que les contenus de cours. L'un des plus grands défis de l'éducation actuelle est celui de la reconnaissance, du respect, de la mise en valeur des diversités psychologiques, sociales, culturelles et religieuses. Le défi de la diversité s'étend aussi à la fragilité, au profil cognitif et à l'autonomie physique. Les apprenants qui sont davantage en difficulté, plus pauvres, plus fragiles, plus nécessiteux devraient bénéficier de plus d'attention de la part de l'institution scolaire. Cette attention peut être salvifique pour eux, car ce sera l'occasion de déjouer le déterminisme. La diversité ne doit pas constituer une barrière, mais une condition de dialogue interculturel aidant chaque apprenant à grandir non seulement par les connaissances apprises, mais aussi en humanité et en responsabilité civique. Il ne peut y avoir apprentissage que si l'enseignant ou l'enseignante fait sans cesse le pari de l'éducabilité du sujet apprenant, que s'il est convaincu que l'autre va y arriver, et qu'il concrétise cette conviction à la fois par une attente positive et une inventivité didactique toujours renouvelée.
car bien souvent la complexité de l'acte d'apprendre échappe aux pédagogues, aux cognitivistes, aux sociologues, aux psychanalystes. Elle ne peut être cernée par une seule approche, toute centration est pathogène et toute vision isolée restrictive. Sifali Monsieur, 1994. Malgré les difficultés que rencontre l'enseignant ou l'enseignante, et les découragements qui parfois l'assaillent, il ne doit perdre de vue l'exigence ultime de l'éducation, à savoir faire advenir l'humanité dans l'humain. Cela nécessite un investissement à fond de la part des acteurs, notamment des décideurs. Ces derniers devraient développer la capacité de créer, d'inventer et de gérer des domaines d'apprentissage riches en possibilités. Ils se doivent d'être en mesure de respecter la diversité des intelligences et de guider les apprenants dans un apprentissage significatif et profond. Les sociétés actuelles sont en profonde mutation culturelle, éthique, religieuse et technologique. On ne peut plus enseigner comme avant, ces méthodes d'enseignement étant désuètes. Cela complique le métier d'éducateur, mais le rend toujours plus enthousiasmant. Le monde actuel fait face à des forces déstructurantes. Les éducateurs se doivent de les recadrer, les canaliser, afin de donner ou redonner du sens à la vie des jeunes dont ils ont la responsabilité. Il s'agit d'une lourde tâche qui présuppose que l'éducateur lui-même soit parvenu à donner du sens à son métier. Donner du sens au métier enseignant. Devenir enseignant ou enseignante, c'est exercer un métier passionnant et exigeant. Ce métier permet de prendre part à l'édification de la société en participant à l'élaboration des savoirs des apprenants et en valorisant leurs compétences. Cela revient à dire que l'enseignant ou l'enseignante devrait sans cesse se perfectionner par une formation continue, afin d'être un acteur clé dans un système éducatif en constante évolution. Le constat vérifiable un peu partout est que le métier d'enseignant a connu une métamorphose profonde durant les dernières décennies. Hétérogénéité plus grande des sujets apprenants, mutation des cursus scolaires, changement des méthodes et des contenus. Cela oblige les acteurs à œuvrer de façon à adapter le métier d'enseignant aux défis d'aujourd'hui et de demain. On remarque également que le métier d'enseignant se complexifie et devient de plus en plus éprouvant. Les rapports avec les apprenants deviennent de plus en plus difficiles. Il convient de permettre aux enseignants et aux enseignantes de reprendre la main sur le métier, en créant les conditions essentielles pouvant les aider à retrouver la fierté et le bonheur d'enseigner, ainsi que du sens à ce beau métier. Macaire F. 1979. Éduquer nécessite une grande alliance entre les parents et tous les éducateurs en vue de proposer une vie pleine, bonne, riche de sens, ouverte aux autres et au monde. Même si l'école constitue le lieu par excellence de la construction du savoir, l'éducation n'est pas seulement connaissance, elle est aussi expérience. Face à l'évolution accélérée du monde actuel, chaque éducateur se retrouve continuellement devant des situations qui posent de nouveaux défis. Ceci exige le temps nécessaire pour bien les appréhender. Il ne suffit pas de maîtriser des savoirs savants pour être un bon enseignant ou une bonne enseignante. Il est actuellement très à la mode de multiplier les typologies des savoirs des enseignants. Raymond, 1993, Van der Maren, 1993. Mais cela ne mènera pas très loin si on ne situe pas les savoirs par rapport à des apostrophes. Autres aspects de la formation des enseignants ou des enseignantes, et en référence à la problématique plus globale de la transposition didactique et de la construction des compétences en formation professionnelle. Perrenou, 1994a. Comme tout métier de relations humaines, celui de l'enseignant ne peut se construire que dans l'analyse de sa propre pratique. Redonner du sens à ce métier revient alors à réviser le curriculum de la formation des enseignants. Sinon on pourrait poursuivre la logique de Sigmund Freud et réaffirmer qu'enseigner devient un métier impossible. C'est le cas, si l'on conçoit l'enseignement de manière magique, croyant qu'il suffit de dispenser son cours pour que les élèves apprennent. Mais c'est tout à fait le contraire si l'on prend en compte cette nouvelle donne et que l'on se forme à une professionnalité nouvelle qui, sans rien céder sur les contenus d'apprentissage, place au cœur de la relation pédagogique l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Cette professionnalité ferait de l'école le lieu par excellence de l'apprentissage de la pensée, de l'autonomie et du développement du sens critique. Dans cette logique, l'acte d'enseigner ne serait plus seulement une réponse à une demande institutionnelle et sociale. Ce serait plutôt un défi majeur pour notre futur, un avenir à visage humain.
Cela passe par la revalorisation de la famille comme communauté d'amour, dans laquelle chaque personne apprend à se mettre en relation avec les autres et avec le monde. Sur cette lancée, toute la communauté éducative, enseignants, dirigeants, personnel administratif, est donc appelée à axer l'action éducative sur l'humain et sur le dialogue interculturel. Au moment où l'individualisme s'érige en système dans le monde actuel, il serait bon de faire en sorte que les établissements d'enseignement deviennent de réelles communautés de vie, où l'apprentissage se fait collectivement. L'éducation, vue comme mission collective, exige un leadership éclairé de la part des responsables d'établissements scolaires. Ce style de leadership serait au service d'un accompagnement adéquat du corps enseignant et de la création d'un climat d'encouragement et de soutien réciproque. En bout de ligne, enseignants et enseignantes, parents et responsables d'école forment avec les élèves une grande communauté éducative appelée à coopérer pour l'émergence d'une nouvelle génération plus solidaire. Éduquer pour l'émergence d'un monde plus solidaire. L'expérience scolaire devrait être l'occasion pour les jeunes de mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent, d'en saisir les enjeux et de devenir de vrais acteurs de la solidarité à l'échelle locale et mondiale. Nous devons les y préparer. Autrement dit, l'école du XXIe siècle se doit d'éveiller et de former les sujets apprenants aux interdépendances mondiales et de les inciter à agir en personnes citoyennes, responsables, conscientes de l'importance de la solidarité internationale, et à contribuer à un monde plus juste et plus durable. Les questions qui nous sont posées sont planétaires et il convient dès lors de comprendre ce monde pour y effectuer des choix responsables, conscients et réfléchis, et pour y vivre dans le respect de toutes et de tous, celui de la nature. L'humanité est menacée par d'énormes périls, des crises de toutes sortes, des incertitudes et par la précarité. La prise de conscience de cette gravité engendre de l'angoisse, susceptible de provoquer le repli sur son identité ethnique ou nationale pour se protéger sur le plan psychique. D'autres pourraient choisir de se réfugier dans des croyances métaphysiques. Partant de ce constat, on peut affirmer avec conviction que l'éducation a un rôle important pour contrer les aveuglements et le fanatisme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.